comment les outils numériques permettent de mieux lutter contre les épidémies. Samir Abdelkrim, Julie Lancriat, donc de Startup Bricks, je vous laisse la parole pour nous faire une présentation avec des exemples très concrets. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc ça fonctionne. Donc merci. Et tout d'abord, je tenais à remercier la Fondation Pierre Fabre et féliciter sa résilience et ta résilience, chère Béatrice, d'avoir tenu ce rendez-vous. C'est une grande fierté parce que sur cet observatoire, nous avons eu la chance de le voir naître, de partir sur le terrain pour réaliser les reportages terrain. Et aujourd'hui, plus que jamais aujourd'hui, on voit tout le sens aujourd'hui que revêt et l'importance de cet outil pour justement inspirer pas uniquement le continent africain et pas uniquement la francophonie, mais le reste du monde sur ces innovations e-santé africaines et les innovations croisées qui peuvent lutter contre justement le risque d'épidémie. Et c'est vraiment le travail qu'on a fait sur cette étude. C'est pas avec le Covid que l'Afrique a développé une réponse technologique à la lutte contre les épidémies. C'est pas aujourd'hui, c'est pas en 2020 que ces efforts d'innovation des entreprises africaines, des innovateurs africains et des États, et aussi du régalien. Et on va développer notamment quelques exemples. Et bien entendu, on a tous en tête l'exemple qui a été un peu pivot, le moment qui était pivot dans l'usage de la technologie pour faire face aux épidémies. Ça a été véritablement le Ebola, où là, il y a eu une massification de la data, de l'usage de la data au niveau des entreprises, des startups, mais aussi au niveau des États. Et on va parler notamment beaucoup du Nigeria. Et quelque part, on voit que l'Afrique, le continent africain, quelque part, était déjà préparé, en fait, à voir ce qui allait venir. Et on n'a pas été pris par surprise comme d'autres régions du monde l'ont été. Et dans cette présentation, donc, nous, on va vraiment focaliser sur le fait que, bien entendu, comme vous savez, historiquement, le continent africain, qui est d'abord le continent de la résilience, c'est aussi le continent où, quelque part, c'est une sorte de désert médical avec des infrastructures sanitaires, alors généralise, mais au niveau panafricain, si on agrège les données, on est quand même à 2 médecins par 10 000 habitants. Si on cumule les PIB, alors ça c'est des datas qui ont été sorties par l'IFRI, les budgets consacrés aux dépenses sanitaires de l'ensemble des pays africains, ça ne dépasse pas 10% du PIB global. Et en parallèle à ça, par rapport à ces contraintes, on voit que c'est aussi le continent où l'accélération technologique, notamment à travers le téléphone mobile, le device, a été l'une des plus importantes, l'une des plus prodigieuses, et ça a permis de générer de nouveaux usages, et qui fait qu'aujourd'hui, le continent africain, c'est un continent qui est en pointe en matière de télémédecine, en matière de e-santé, des usages, par exemple, pour la prévention. Alors hier, par exemple, le président de la République a annoncé la mise en œuvre d'une nouvelle application pour informer sur comment s'autodiagnostiquer, comment avoir de l'information, comment avoir des notifications, non pas seulement si on est cas contact, mais comment reconnaître la pandémie. Bon, ça, c'est typiquement dans l'observatoire, dans l'ODES, on voit des centaines d'applications africaines qui sont justement sur cet axe-là d'information, d'éducation, de sensibilisation pour lutter aussi contre les fake news. Et ça, ce type d'outils qui arrive aujourd'hui en France, ça existe, on le voit avec l'Observatoire depuis plus de 5 ans, sont développés par les États africains. Et bien entendu, ce qui est important et ce qu'on va essayer de montrer, c'est à quel point la e-santé africaine commence à être prise au sérieux, notamment par les investisseurs. Et le paradoxe de la situation, c'est qu'au plus fort du confinement, au plus fort de la fermeture des économies, on a vu des investisseurs internationaux venir au printemps 2020, à l'été 2020, investir, mettre des dizaines de millions, là on a à peu près 100 millions d'euros qui ont été mis dans des innovations e-santé africaines. Et c'est aussi l'un des objectifs de ce type de ce rendez-vous qu'est l'ODES, c'est comment est-ce qu'on réussit le passage à l'échelle des innovations. Le nerf de la guerre, c'est le financement. Et c'est aussi une preuve de concept, une preuve de marché qui a permis de révéler cette pandémie. Et je vais laisser Julie prendre la parole pour rentrer dans l'étude. Merci beaucoup Samir, bonjour à tous.
D'accord, très bien. Et on va les retrouver là. Pas de problème. Donc, merci Samir pour cette mise en perspective qui pose exactement le cadre dans lequel se situe cette étude qui nous a été donc commandée par la Fondation Pierre Fabre et qui a permis en fait durant 3 mois, les mois d'avril, mai et juin, de documenter un petit peu cet élan formidable qu'on a pu constater avec Samir sur le continent africain, de réponse technologique à la crise sanitaire sur laquelle on était en présence. Moi, j'étais donc à l'époque au Nigeria. On a vu les fermetures de frontières se succéder les unes après les autres. Mais surtout, ce qu'on a constaté, c'est vraiment un élan incroyable de la tech et des solutions proprement locales pour répondre et tenter d'endiguer cette crise. Donc, en l'espace de 3 mois, on a pu documenter plus de 180 initiatives tech à travers tout le continent. C'est considérable et ça a bien sûr continué depuis. Et on va tenter un petit peu de vous les présenter avec d'abord une introduction sur Ebola, puisque comme en parlait Samir, c'est vraiment là qu'a commencé l'aide tech contre les crises. Donc, l'étude, en fait, le point de départ de l'étude, il est bien plus tôt. Il est en 2015. Vous l'aurez reconnu, c'est Bill Gates, qui, dans un discours proprement visionnaire, en 2015, parlait déjà d'un virus comme le Covid, qui aurait la potentialité de vraiment stopper la planète en faisant des milliers de victimes. Et ce qui est intéressant dans l'analyse de Bill Gates, c'est qu'il part d'Ebola. Et il dit quelque chose d'aussi viral qu'Ebola, c'est finalement la prochaine menace. Ce ne sont pas les guerres nucléaires, c'est bien une menace épidémiologique. Et, il le disait déjà à l'époque, les autorités publiques ne seront pas prêtes. Et il appelait de ses voeux la technologie et les autorités à se préparer. C'est ce qui nous a amené donc à faire cette étude et à partir d'Ebola, puisque c'est vraiment là que tout a commencé. Il faut comprendre que sur le continent africain, entre 2014 et 2016, en l'espace de 2 ans à peine, il y a vraiment un saut technologique qui va permettre à la pénétration mobile sur le continent de passer de 25% à 33% en 2 ans à peine. Donc c'est absolument considérable et ça va permettre d'équiper toutes les équipes de gestion de crise et de suivi des conflits de téléphones portables, tout simple pour permettre d'assurer le suivi des cas contacts. Donc là, vous le voyez donc sur le tableau, on parle surtout de la Sierra Leone. Pourquoi ? Parce que même si le pays a eu beaucoup plus de cas que ses voisins, on va constater que le taux de létalité y est bien plus faible. Alors ce n'est pas uniquement grâce à la technologie, mais comme le dit très bien le ministre de l'époque en Sierra Leone, le ministre de l'Innovation, la technologie et l'application mobile a vraiment permis de contribuer à avoir des chiffres aussi positifs. Mais le cas vraiment illustratif de cette réponse, c'est finalement le Nigeria. Le Nigeria a été vraiment un cas d'école. Ça a été salué par l'OMS comme une prouesse mondiale, puisqu'en 93 jours chrono, le pays a réussi à endiguer, puis éradiquer le virus Ebola sur son territoire. Il faut comprendre que quand le premier cas est avéré positif à Lagos, c'est la panique. Lagos, donc c'est une ville où j'ai pu habiter, la densité est extrême, il y a 23 millions d'habitants. La ville est assez chaotique avec beaucoup de bidonvilles et donc quand le premier cas d'Ebola arrive, c'est la panique. Personne ne pensait que le pays serait capable d'endiguer et en démentant tous les pronostics, la tech a montré qu'il était possible de réagir d'une manière extrêmement rapide et de lutter contre ce virus. Vous voyez la courbe qui se lisse, c'est exactement à ce moment-là qu'ils ont commencé à utiliser l'application mobile, une application mobile qui s'appelle eHealth Ebola Sense et qui en fait ressemble beaucoup à une autre application que la fondation Odess avait répertoriée qui s'appelle mRegister. Ça fonctionne un petit peu sur le même logiciel. Et comme le dit à nouveau le ministre nigérian des technologies, Omobola Johnson, ça a permis de réduire de 75% les temps de reporting. On est passé de 6 heures à 1 heure. Et vous le savez tous, c'est vraiment une lutte à mort contre le virus, une lutte contre le temps, et le temps est une donnée cruciale. Donc ça, Ebola a montré que finalement, comme le disait Samir tout à l'heure, la tech contre les épidémies, c'est bien avant le Covid. Ça, c'est donc les 180 initiatives qu'on a pu répertorier avec Samir pendant ces 3 mois où on a mené cette étude. Comme vous pouvez le voir, c'était vraiment un élan continental. Là, c'est des initiatives uniquement contre le Covid, qui sont issues de tous les pays du continent et surtout qui sont transversales. C'est vraiment le propre de la tech contre le Covid, c'est des solutions locales. Non pas, c'est un petit peu la différence avec Ebola, c'est pas des solutions importées, cette fois-ci c'est vraiment des solutions autochtones qui sont réparties à travers tous les secteurs d'économie et de la société. Et on va tenter de vous montrer un petit peu les initiatives les plus illustratives de ces 180 solutions
qu'on a pu répertorier. C'est par exemple et avant tout les makers. Le professeur Calbous en parlait tout à l'heure. Les Fab Labs se sont mobilisés à travers tout le continent. Les universités, comme à nouveau il le disait dans son intervention, se sont mobilisées d'Afrique du Sud au Maghreb, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, partout. Ici, donc, c'est Sousse, en Tunisie, où la start-up 3D Wave, vous pouvez voir ces imprimantes en bas à droite de l'écran, elle a prêté gracieusement ces imprimantes 3D aux ingénieurs de l'université de Sousse en Tunisie pour imprimer jusqu'à 400 visières par jour. Et ainsi, ils ont pu, à travers le continent, tous ces réseaux de Fab Labs, permettre réellement de soulager les personnels de santé qui étaient en première ligne. Ensuite, un autre exemple qui est vraiment illustratif de l'élan qu'on a pu voir sur le continent, c'est les applications mobiles, qui ont souvent été développées par des startups d'e-santé, mais pas que. C'est le cas de Brenco, qui a développé l'application FAS en Algérie, qui en fait va permettre de trier les cas selon les contacts, vous renseignez de manière assez simple sur le logiciel, vous êtes guidé pour renseigner vos symptômes, et puis ça va permettre, si vous êtes à risque ou non, de vous orienter ou non vers les systèmes de santé et donc de désengorger les systèmes de santé. Parce que c'est vraiment à ça qu'on a assisté dans la plupart des pays. Les gens étaient inquiets, ils ont saturé les lignes et un très grand nombre d'applications comme celle-ci ont permis de fluidifier la gestion de crise. Et celle-ci, encore une fois, ressemble beaucoup à une application répertoriée par l'ODES qui s'appelle Afia Data, qui déjà à l'époque avait été inventée à l'époque d'Ebola pour lutter contre les zoonoses. Qui est lauréat 2019. Voilà. Donc ça, c'est un très bel exemple de ce qui peut se passer quand on a une coopération main dans la main des autorités sanitaires avec les opérateurs de données mobiles et les startups technologiques pour permettre de visualiser en temps réel les déplacements de population. Et ça, encore une fois, c'est déjà à l'époque d'Ebola. Là, on a un exemple proprement logistique qui permet de fluidifier la gestion de crise. C'est une startup d'e-santé qui s'appelle Flair, au Kenya, qui permet de localiser en temps réel les ambulances dans le pays. Et donc qui permet d'envoyer les ambulances vers les cas les plus importants de Covid. Et elle a permis de recenser, comme vous voyez à droite, tous les lits de soins intensifs dans le pays et d'équiper plus de 600 personnels de santé qui étaient désarmés face au Covid d'équipements destinés à traiter les patients. Donc on voit vraiment un élan formidable de solidarité. Mais ce n'est pas la seule. Il y a vraiment un florilège d'applications à citer. On peut citer LifeBank au Nigeria, qui a permis de faire de la livraison par drone de tests de Covid pour pouvoir, des campagnes vers les villes, accélérer la détection. On peut citer M-Pharma au Ghana, qui a permis de connecter directement les pharmacies avec leurs grossistes pour, encore une fois, fluidifier la gestion de crise et éviter surtout les contacts. Et des applications comme ça, il y en a vraiment un très très grand nombre. Alors, on parle beaucoup de réponse de la tech par rapport au volet sanitaire, épidémique de santé. Et on le vit aussi en France. Donc, il y a aussi le volet économique. Il y a le choc épidémique. Et chaque jour, il y a des morts. Il va y avoir de plus en plus le choc économique, avec de plus en plus de casse économique au niveau du tissu économique. Et ce qui est intéressant, ce qui a émergé en quelques semaines, ça a été développé en quelques semaines, en quelques mois, c'est une approche sociétale de l'épidémie par la tech africaine pour répondre à la casse sociale. Alors, il y a un vieux serpent de mer, alors je parle devant monsieur le député, qui revient à chaque élection présidentielle, c'est le revenu minimum universel, comment est-ce qu'on peut... souvent c'est une promesse de campagne, etc. Et c'est un serpent de mer que l'on voit un peu en Occident, en Europe, aux États-Unis. Au Togo, ils l'ont mis en place. En quelques semaines, ils ont mis en place un programme de soutien aux populations les plus fragiles, les plus vulnérables, les travailleurs informels. Ça s'appelle Novici. Novici en langue Ewe, en langue vernaculaire, ça veut dire solidarité, pour leur permettre de traverser le confinement, donc de mettre un terme au contact physique et en parallèle de digitaliser les paiements donc, en tant que geste barrière, parce que l'OMS a démontré que l'argent physique, les billets, les pièces transportaient des particules du virus. Cette application, ce programme qui a été développé par l'État togolais, à travers le mobile banking, c'est-à-dire que concrètement, le téléphone devient le compte bancaire, la carte SIM, le numéro devient quelque part le RIB,
l'État transféré, et il a transféré à 1,5 million de citoyens togolais, ce qui est considérable en quelques semaines, une somme forfaitaire mensuelle pour aider les populations à rester chez elles, et à ne pas travailler. Par exemple, à Lomé, au Togo, les émigrants, ce sont les taxis populaires à moto. Donc on va leur donner cette somme pour qu'elles puissent quand même faire vivre leur famille, et elles vont rester pour respecter le confinement, respecter le couvre-feu, et ainsi essayer de casser la courbe épidémique. Donc cet exemple-là, qui a d'ailleurs été relevé et noté par la prix Nobel française Esther Duflo, ça a été développé en peu de temps, et ça a été testé et implémenté à l'échelle par le Togo. Il y a des projets qui ont aussi été développés. Par exemple, le Maroc a développé un projet similaire qui n'a pas atteint, je pense, ce niveau de technicité, et qui visait, lui, à fournir aux ménages qui ne bénéficient pas de prestations sociales, leur fournir un filet minimum financier chaque mois pour permettre à ces ménages où là le confinement a été aussi particulièrement sévère, hein, comme en France au printemps, de survivre pendant la pandémie. Et donc là, on voit ces usages nouveaux qui parfois mettent 5 ans, 10 ans dans la réflexion, dans le débat public, dans le débat politique en Occident. Eh bien, lorsqu'on est face à l'urgence, lorsqu'on est face à des enjeux de survie, les États, quand ils se mettent à innover, ils peuvent produire en quelques semaines, en quelques mois, des innovations de rupture régalienne pour venir au soutien de leur population face à la pandémie. Ce qui nous amène à nos conclusions. Il y a de nombreuses recommandations qui ont été issues de cette étude, mais on va essayer de vous en présenter les principales. Vraiment, ce qu'on a constaté, c'est qu'il faut toujours veiller à implémenter des solutions locales, adaptées aux besoins des populations, que ça soit sur des fonctions qui soient hors ligne, sur toujours essayer d'être dans la langue vernaculaire des pays dans lesquels on travaille, d'avoir des modules oraux aussi pour toucher les populations analphabètes. Et ça, c'est peut-être la recommandation la plus importante, c'est vraiment de veiller en amont à travailler le plus possible en coopération entre les autorités de santé d'une part, les écosystèmes technologiques de l'autre, et les corporates pour produire des solutions qui ne se phagocytent pas les unes les autres. Et finalement, ce qu'on met en évidence, c'est aussi d'encourager ce type d'études pour permettre de faire ressortir les bonnes pratiques et les solutions les plus pertinentes. Ce qui est vraiment important, et ce qui est remarquable, c'est de voir à quel point les écosystèmes, et par exemple les lauréats qui vont être récompensés cette journée, font partie de cet écosystème e-convivial des startups au Togo ou dans d'autres pays, sont à l'avant-garde de cette lutte, de ce combat. Et pour vous donner juste un exemple, en ce moment même, vous savez que le Mali traverse une crise politique assez sérieuse, assez grave, et pourtant, actuellement, se tient un hackathon contre le Covid qui est organisé par les communautés locales pour trouver des solutions face à la pandémie, pour aider les populations à mieux l'affronter. Et alors, on voit aussi que, Julien parlait, il y a ce besoin d'évangélisation, de sensibilisation qui commence à prendre. On voit aujourd'hui que les populations, effectivement, s'emparent de plus en plus de ces technologies. On peut aussi voir, ça a été, il faut le reconnaître, et il faut les féliciter, les médias ont joué un rôle important pour faire connaître ce type d'initiative. Bien entendu, la plateforme Odess, qui était déjà précurseur, ça fait maintenant 5 ans, a permis de visibiliser ce type d'initiative, mais on voit là qu'aujourd'hui on est face à un momentum, où aujourd'hui les médias prennent au sérieux le sujet, et je crois que RFI est dans la salle. On peut citer par exemple RFI Change App, qui est spécial Covid. C'est vraiment ce type d'initiative aussi qui aide les écosystèmes à quelque part mieux atteindre leurs cibles à travers leurs innovations. Et enfin, et je vais conclure par là, parce que ça c'est vraiment un sujet fondamental, c'est la question du financement. Comment est-ce qu'on permet à ces innovations, à ces startups, à ces entrepreneurs de passer à l'échelle? On a parlé par exemple de M-Pharma. Il y a, au Nigeria notamment, on voit beaucoup de levées de fonds qui se font dans la e-santé, hein, et on voit qu'en
2 ans, le niveau, le taux de création de start-up spécialisées dans la e-santé a augmenté de 50%. Donc on voit qu'il y a une preuve du marché, il y a un marché qui devient mature, et il y a une communauté d'investisseurs qui a été un peu refroidie par le Covid, qui continue de croire en la e-santé africaine. Par exemple, Helium Health, qui est une start-up qui digitalise le parcours patient et qui permet aussi de rejoindre les communautés les plus isolées à travers, par exemple, des caravanes mobiles à travers le Nigeria, qui a levé 10 millions il y a quelques semaines. M-Pharma, qui a cité Julie, au Ghana, qui équipe 400 pharmacies dans tout Accra, a levé 17 millions. Et des investisseurs internationaux, c'est-à-dire que des investisseurs qui ne sont pas sur le terrain, mais depuis là où ils sont, de la Silicon Valley, de l'Europe, voient le potentiel et se disent que ce potentiel pourrait aussi marcher en Europe. Et par exemple, 54 Gene qui vient de lever 15 millions de dollars. Donc là, on me fait signe qu'on a largement dépassé notre temps, mais je pense que c'était important de vous restituer, même de manière assez sommaire, mais de vous restituer un petit peu tout ce qu'on a pu voir. Et encore une fois, je félicite l'ODES pour ce travail depuis 5 ans, et c'est toujours un bonheur pour nous de retourner sur le terrain pour observer ça de très près. Merci à tous.